Et moi, je me suis dit, en fait, je suis pas passionné par ça, donc il y a un moment où je vais toucher un plafond et je vais pas réussir à le franchir, quoi. Et je me dis, en fait, des gens qui se battent pour faire pour une place dans une file pour acheter un ticket de métro, c'est des gens qui sont pas heureux. Une ancienne végane qui est devenue bouchère, ça a un peu défrayé la chronique. Moi, c'est vraiment dans le manger moins et manger mieux, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, si on veut aussi derrière développer un modèle où les petits agriculteurs s'en sortent, c'est par ça que ça va passer. 17 ou 18 000, je crois. 18 000 likes sur LinkedIn, c'est énorme. Et il y a genre 1 400 000 vues du post, quelque chose comme ça. C'est donc, fou. En fait... Hello, vous avez déjà rêvé d'être boucher ? Moi non, mais j'ai déjà eu envie d'être artisan. Valentin Dive, lui, l'a juste fait. Aujourd'hui, il nous raconte son parcours et son passage de la finance à la boucherie grâce au confinement. Un grand saut qui semble être une tendance sociétale puisque la seule annonce de ce changement lui vaudra un carton sur LinkedIn. Je m'appelle Antoine de Joibert et je vais interroger des gens inspirants qui trouvent l'équilibre entre vie pro et passion. Cet épisode est sponsorisé toujours par personne. N'hésitez pas à le faire savoir aux marques, je les attends avec grand plaisir. En attendant, vous pouvez liker, vous abonner et partager, ça motive un peu quand même. Bisous! La médiocrité commence là où les passions meurent. Donc, Valentin Dive, bonjour. Bonjour. Ça se prononce Dive, ton nom ? C'est ça, ouais. C'est pas anglais. Hein, ouais. C'est pas anglais. Bon, merci de m'accorder un peu de temps. Je sais qu'apparemment, t'es pas mal pris en ce moment. T'es en train de devenir une star. Malgré moi. Malgré toi. Alors, je vais regarder un peu mon téléphone, désolé, mais je note mes questions sur mon téléphone. Et donc, si je te regarde pas toujours dans les yeux, tu m'en voudras pas. Déjà, est-ce que t'as tapé ton nom sur Google ? J'aime non, bien faire. Pas du tout, non. Pas du tout. Bon, c'est un petit jeu que je m'amuse à faire avec chacun de mes invités. Alors, il y en a pour qui il y a plein d'articles qui sortent, plein de choses. Et surtout, j'aime bien essayer de trouver des homonymes. Bon, toi, on tombe sur ton compte LinkedIn. Et puis, comme tu as du contenu sur LinkedIn qui a pas mal cartonné récemment, on arrive vite à toi. Il y a quand même un à qui tu fais de l'ombre maintenant qui a un compte à Soulac-sur-Mer, qui est étudiant. Ça n'a rien à voir avec toi, mais qui s'appelle Valentin Dive aussi. Ah bon ? Ah, ouais. D'accord. J'ai vu, après on tombe sur un candidat politique aux élections départementales de Strasbourg, et ça je crois que c'est toi. Oui, c'est moi, effectivement. on pourra en reparler rapidement si tu veux. Et puis il y a aussi un Valentin Dive qui est liquidateur judiciaire. Ah. Alors je veux pas te mettre de mauvais œil sur ton futur business, mais voilà, tu sais que tu as 2 homonymes en France. Bon, d'abord dis-moi, alors j'articule la chose de manière assez simple. J'essaie de savoir un peu d'où viennent mes invités, où t'as grandi, etc., qui t'es, ta carrière, et puis après on parle un peu plus de ce qui fait parler de toi en ce moment. Ok. T'es né où et quand ? Enfin, oui, vas-y, ouais. Dis-moi. Bah, je suis né à Strasbourg le 19 octobre 1993. D'accord. Et tu as grandi là-bas ? J'ai grandi d'abord dans le sud d'Alsace, à côté d'Aubernay, dans un petit village qui s'appelle Rosheim. Mm-hmm. Et j'ai ensuite déménagé à Roppenheim, dans le nord de l'Alsace. Mm-hmm. Pour enfin finir à Strasbourg depuis 2011, de 2011 à 2018, et ensuite partir à Paris pour des raisons professionnelles. Ouais, ok, on y reviendra. Donc gars de la campagne au départ. Exactement. Ouais, intéressant. Et bon, pas de rapport forcément avec l'artisanat sur le moment, j'imagine, ça n'a rien à voir. Ouais, de la famille, hein, on peut en reparler après, mais mais oui, quand même un pied dedans, quoi. Un pied dedans, ok. Genre, du coup, j'ai cru comprendre. Donc, tu fais tes études à Strasbourg. J'ai fait mes études à Strasbourg. Ok. Ouais. Et à la fin de tes études, qu'est-ce qui se passe ? Tu déménages ou tu commences à bosser à Strasbourg ? À la fin de mes études, en fait, je cherche un boulot à Strasbourg. J'ai fait un master 2 en droit bancaire financier. Mm-hmm. Je cherche à Strasbourg pendant environ 6 mois et en fait, j'ai pas d'opportunité. Mm-hmm. Donc, il y a un moment où on se pose des questions et j'ai un camarade de promo en fait qui travaillait déjà chez Amundi à Paris et qui m'a dit bah écoute, si tu veux, nous on cherche un stagiaire, vas-y. Et donc j'ai commencé par faire 6 mois d'épargne salariale à Paris, chez Amundi. D'accord, très clair. Pourquoi un droit en finance un master de droit en finance? Ça c'est la question assez marrante quand même. Non, à l'origine je me dirigeais plus vers un diplôme de juriste d'entreprise. Ouais. Et en fait il se trouve que quand ont eu lieu les oraux pour ce diplôme-là, ces oraux ont été avancés et moi j'étais en vacances au Vietnam, donc d'accord. Il m'est passé sous le nez, puis après j'ai pris un peu ce qui restait, ce qui était très bien, d'ailleurs, un très bon master, mais en fait je suis tombé dedans comme ça, quoi. Ok,
Ok, donc toi, t'es tombé dedans un peu par hasard et tu te dis, bon, il faut que j'aille au bout. Tu finis tes études et après, tu te dis, il faut que je trouve un boulot. Ouais, il y avait plus le choix, il y avait plus d'argent, donc il fallait vraiment trouver quelque chose. Non, mais c'est intéressant et c'est pour ça que je t'ai contacté. C'est que je pense que c'est assez symptomatique de notre génération et de plein de gens, des générations d'avant aussi peut-être et les futures. C'est que tu sors du bac, tu sais pas trop où tu vas, tu tombes par hasard dans des études, tu te dis bon bah maintenant que j'y suis, je m'accroche et peut-être que t'étais pas trop à ta place. Bah en fait j'avais la tête dedans et puis j'ai quand même aimé ces études quoi. C'est après plutôt sur la pratique que en fait vient un peu la déception quoi. Ouais, d'accord. OK. Donc tu finis tes études et donc tu bouges à Paris parce que pas de boulot à Strasbourg. T'aurais voulu rester à Strasbourg ? Ouais, moi mon souhait c'était vraiment de rester à Strasbourg, je suis hyper attaché à cette ville et manque de chance, c'est pas possible quoi. Et aujourd'hui, t'aimerais y retourner ? Oui. Ouais. Clairement. Bon, bah, on est tous pareils. Je suis pas mal retourné en télétravail d'ailleurs. Ouais, bah, c'est bien, c'est normal. Ok, donc Strasbourg, c'est ta ville de cœur. Ok. J'ai cru comprendre qu'ensuite, tu mélangeais un peu deux mondes différents, le monde politique et associatif. Oui, c'est ça en fait. Ouais, c'est plus au côté associatif que politique. C'est un peu des deux. C'est un peu des deux. En fait, j'ai toujours, ça fait presque 10 ans maintenant que je m'engage à Strasbourg. Mm-hmm. Parce que comme dit avant, c'est une ville que j'adore et que j'ai envie de voir évoluer, donc c'est un peu pour ça en fait. Ok, c'est marrant, c'est marrant, je sais pas si c'est marrant, mais moi ça me fascine toujours les jeunes qui s'engagent en politique parce que c'est pas quelque chose que j'ai moi réussi à faire. Je pense qu'il faut en effet qu'il y ait des jeunes qui essayent et qui... Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça ? C'est juste par amour pour la ville ou c'est plus t'avais des ambitions à cette époque-là ? Non, c'est pas ça, c'est d'essayer de faire un peu bouger les choses, de donner un peu un coup de pied dans la fourmilière. Je pense que la jeunesse, elle est assez insouciante, elle est assez fonceuse et du coup, elle est pas là pour des postes. Elle est vraiment là pour essayer de faire quelque chose de concret et de bien au service de tout le monde et c'est un peu pour ça, quoi. D'accord, très clair. Ouais, donc tu t'es dit, il faut... Pourquoi pas y aller sans... Exactement, et puis j'ai l'opportunité, donc je me suis dit, allez, c'est parti, quoi. Avec ma fougue de jeunesse. Et aujourd'hui, t'es toujours engagé, du coup ? Je suis un peu moins parce que j'ai moins le temps, ouais. Surtout en ce moment. Mm-hmm. mais oui, je compte toujours m'engager dans l'avenir, ouais, en fonction du temps que je vais avoir, quoi. Ouais, d'accord, ok. Et puis le monde de la finance, c'est les deux mondes pour moi que j'ai, entre lesquels tu jongles, que j'ai repéré. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus du coup ton parcours après tes études, quand tu arrives à Paris, qu'est-ce que tu fais ? Bah donc comme dit, en fait, je suis arrivé à Paris chez Amundi pour un stage de 6 mois en épargne salariale et retraite. Mm-hmm. On s'occupait de faire des plans d'épargne entreprise, tout le monde connaît ça, des plans d'épargne retraite pour les particuliers. Et à la fin de ce stage, il n'y avait pas de crédit pour embauche, donc du coup j'ai posé mon CV dans un cabinet de recrutement et j'ai eu environ à cette époque-là une dizaine d'offres toutes assez différentes parce que quand on est au début de notre carrière, finalement on est fermé à rien, on est spécialisé dans rien et ça permet d'être assez ouvert. Ouais, ok. Et du coup, j'ai accepté une offre pour faire du lobbying en finance. Ça m'a assez plu. Mm-hmm. Au départ. En fait, première année, on découvre ce monde-là, donc c'est assez grisant même. On rencontre plein de monde, on va faire des cocktails à l'Automobile Club à Paris. Ouais, c'est grisant et en plus, on n'est pas trop mal payé, donc quand on sort des études et qu'on commence à avoir un boulot pas mal payé, on commence à voir un peu l'avenir, si je peux dire. Mm-hmm. Enfin, l'avenir dans le sens, on commence à vivre un peu, quoi. Ouais. Et donc ça, c'était la première année. La deuxième année, j'ai acheté un appartement du coup. Ouais. Il y a eu pas mal de rénovations à faire, donc ça m'a pris 1 an. Et la troisième année, j'avais un peu fait le tour, je me posais déjà quelques questions. Il y a eu le Covid, Ouais. donc ça a fait poser encore plus de questions et je pense que c'est pas qu'à moi quoi pour le coup. Et je suis parti faire du télétravail en Alsace à ce moment-là, chez mes parents. Et il se trouve que mon beau-père est de métier boucher-charcutier en Alsace. Et en fait, le soir, quand il allait faire des visites et conseiller des professionnels, je partais pas mal avec lui. Ça me plaisait beaucoup et j'ai terminé par faire par aider un Noël jusqu'à 3h du matin pour préparer les commandes du lendemain. Et il y avait une sacrée bonne ambiance. Et je me suis dit, ouais, en fait, j'ai clairement envie de faire ça. En plus, j'adore manger, j'adore la campagne,
J'adore les vaches, quoi. Ok. Enfin, j'aime la nature, quoi. J'aime la nature, j'aime la bonne bouffe, donc je me suis dit que c'était vraiment le métier parfait, quoi. Ok. Donc tu te découvres peut-être une passion pour un métier artisanal auquel t'avais pas du tout pensé. Bah, on va dire que par mon beau-père, j'étais pas mal dedans déjà. Souvent, on goûtait plein de produits, des viandes différentes, des charcuteries différentes, on commentait, on voyait comment on pouvait améliorer. Donc, j'avais quand même un pied dedans avec un peu un esprit d'artisanat. Mais c'est sûr, jusqu'à ce qu'on se pose la question de devenir boucher quand on a fait quand même 5-6 ans d'études, y a un petit chemin, quoi. Ouais, c'est ça qui m'intéresse. Si on revient un peu à ton expérience en finance avant, du coup, donc déjà tu me dis t'achètes un appart dès la 2e année, Ouais, donc tu gagnais bien ta vie. Ouais. Et j'imagine que tu t'habitues à un confort de vie. À ce moment-là, c'est ça qui te fait rester là-bas jusqu'au Covid? Ouais, bah en fait les travaux durent quand même 1 an parce qu'il a fallu tout refaire, donc c'est pas vraiment ça, mais c'est que ça a pris 1 an et du coup après tout de suite est arrivé le Covid. Ouais. Donc en fait j'en ai même pas vraiment profité puisque je suis tout de suite parti. Quand bien même l'appart était bien rénové, c'était quand même trop petit pour rester confiné, quoi. D'accord. Mais dans ton boulot là, à ce moment-là, les 2 premières années, tu te sentais bien? Ouais, ça allait. Après, comme dit, moi j'ai un peu la bougeotte. Ouais. J'ai du mal à rester en place et d'être derrière un ordi en voyant du monde, mais pas forcément en voyant du monde, mais on faisait pas plaisir aux gens, quoi. Ouais. C'est-à-dire que c'était du monde intéressé, c'était des négos, c'était beaucoup de juridique. Ouais. Et au bout d'un moment, ben quand on voit pas la finalité des choses, Donc on tu est plus motivé, quoi. Et en fait, dans ce domaine-là, c'est soit t'es très bon, tu montes, mais parce que t'es passionné, en fait. Les gens qui sont très bons, ils sont passionnés par ça. Mm-hmm. Et moi, je me suis dit, en fait, je suis pas passionné par ça, donc il y a un moment où je vais toucher un plafond et je vais pas réussir à le franchir, quoi. Ok. Tu cherchais du sens, peut-être. Tu dis, j'apporte rien aux gens. Enfin, t'avais l'impression, parce que je pense que si. C'est ça, j'avais cette impression-là, et j'avais vraiment l'impression de pas être, de faire mon boulot, mais que je le fasse ou non, pour moi, ça changeait pas grand-chose. Et comme dit, il y avait toujours, enfin, vu que j'étais pas hyper intéressé, je me disais qu'en fait, je serais jamais bon dans ce métier-là et qu'il fallait en changer. Et c'est un peu comme ça que s'est faite la reconversion, quoi. Ok, très clair. Et donc là, c'est le Covid qui te fait, qui crée une rupture en fait, qui te fait partir en Alsace, télétravail. J'ai un peu plus de temps comme je suis en télétravail pour le soir aller accompagner mon beau-père avec le travail autour de l'artisanat en boucherie. Et tu dirais que c'est grâce au Covid que t'as franchi le pas? Je sais pas si c'est grâce au Covid, mais peut-être que ça a accéléré les choses. Ouais. C'est-à-dire le fait de rentrer, du coup, d'être au contact, de voir le métier, c'est sûr que ça a joué. Puis je pense aussi, un élément qui m'a fait dire que vraiment j'avais envie de rentrer en Alsace, de rentrer à Strasbourg et d'y faire ma vie, quoi, clairement, parce que je voyais pas vraiment d'avenir ici. Ouais, d'accord. Ok. Ok. Et donc à ce moment-là, comment ça se passe? Là, tu te dis, bon, j'ai un job, je suis en télétravail la plupart du temps. En fait, je me rends compte que ce que j'aime faire, c'est la tournée des professionnels, le conseil. Qu'est-ce qu'il faisait exactement, ton beau-père? Il faisait du conseil, en fait, pour les artisans charcutiers. À l'origine, il était boucher. Ouais. Et après, il s'est formé en agroalimentaire et il a eu une boîte d'une 50aine de personnes à un moment où il faisait tous les épices et additifs pour même les grandes marques comme Erta, etc. Et ensuite, il a pris sa retraite et puis pour s'amuser un peu, il continue à faire du conseil et à aider les bouchers du coin, quoi. D'accord. Et donc, quand est-ce qu'il y a le déclic? Quand est-ce que tu te dis, bon, allez, en fait, ciao, là, je vais passer à ça? En fait, je rentre à Paris et je prends le métro. D'ailleurs, je le prends pas souvent parce que je déteste ça. Je prends le métro, je fais la file, je suis à Châteauroux, je fais la file pour prendre un ticket de métro. Et là, il y a 2 types qui se disputent, mais qui presque se tapent pour savoir qui était devant qui dans la file de métro, quoi, pour prendre un ticket. Et en fait, à ce moment-là, je me dis non, en fait, c'est plus possible. J'ai envie de me barrer. Et je sais pas, je trouve que ces gens, ça n'a pas de sens de s'embrouiller pour un ticket de métro. Et j'avais envie de faire un truc qui ait du sens. Et j'avais envie de partir. Donc ça a vraiment été l'élément déclencheur, quoi. Ouais. Tu t'es dit, ok. En fait, c'est plus Paris qui t'a épuisé que ton boulot, quoi.
Ouais, puis c'est un tout en fait. Et la finance, t'es à Paris, ça m'épuise, j'ai envie de rentrer. Et je me dis en fait, des gens qui se battent pour faire pour une place dans une file pour acheter un ticket de métro, c'est des gens qui sont pas heureux. Ouais. Et moi, j'aspirais à être heureux dans ce que je fais, à être passionné. Et dans ce cas-là, tous les petits tracas comme ça, les petites disputes du quotidien, on arrive à passer outre, quoi. C'est hyper intéressant. Enfin, je pense, c'est marrant parce que quand tu m'en parles, j'ai l'impression de voir dans ton regard que c'est quelque chose de normal de penser ça. Enfin, que ça a l'air banal, mais je pense que ça le devient. Je veux dire, de notre génération, on n'a pas loin du même âge. J'entends ça de plus en plus aujourd'hui. Les gens qui, une fois qu'ils ont fait leur premier job, commencent à se poser un peu, se disent Paris c'est sympa, mais en fait il y a trop de monde qui s'engueule. Ouais, et puis il y a trop de monde qui s'engueule, on est dans des toutes petites surfaces, je veux dire, pour le même montant de mon prêt ici, j'ai 31 mètres carrés, à Strasbourg j'en ai 100, quoi. Ouais. Donc même pour construire quelque chose dans le futur, c'est quand même plus simple. Ouais, ok. Et donc là tu te dis ok, c'est un tout, Paris, mon boulot, je plus trop de sens. Et du coup tu as une période de réflexion sur qu'est-ce que je vais faire maintenant, quoi. En fait, j'y pensais déjà, du coup, quand j'étais en confinement, et je m'étais déjà posé quelques questions. Donc à ce moment-là, j'ai vraiment pris ma décision. Je me suis dit, je veux changer. Mm-hmm. Et à ce moment-là, on se pose les questions de savoir comment. Ouais. Et c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Ouais, mais c'est là où souvent les gens se découragent. C'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, j'ai eu énormément de demandes sur comment vous avez fait, quand est-ce que vous avez pris votre décision, comment vous avez fait financièrement aussi. Ouais. Parce que mine de rien, quand on a un crédit, les gens, je pense sur LinkedIn, pensent pas que j'ai un crédit parce que j'ai 28 ans, mais j'ai un crédit d'un bon montant et il faut quand même le payer. Donc c'est pas en étant reconverti boucher, apprenti qu'on peut se payer finalement ce crédit et continuer à garder cet appartement, quoi. D'accord. Donc okay. Ouais, voilà. Donc en fait, à ce moment-là, je prends contact avec Pôle Emploi. Ouais. Je leur demande. Tu démissionnes pas direct? Non, c'était quand même réfléchi. Enfin, il fallait quand même se baquer un peu. Ouais. Alors ça, je te pose la question parce que justement dans le podcast, c'est un peu une question que je pose à chaque fois. Enfin, en tout cas, ce qui ressort de mes échanges, c'est que les gens qui ont une passion et qui ont glissé, ou qui ont une reconversion, c'est rarement brutal. C'est pas je démissionne et après je réfléchis à comment je vais faire. Non, ouais. Et ça, c'est un message, je pense, important à passer. Ouais, il faut pas faire n'importe quoi non plus. Donc toi, t'as fait en parallèle, t'as commencé à te renseigner auprès de Pôle Emploi. Ça, je crois qu'à partir de mars ou février, à partir de février 2021, j'ai pris contact avec Pôle Emploi pour savoir comment faire, quoi, pour finalement continuer à pouvoir rembourser ce prêt, etc. Et il y a eu donc plusieurs dispositifs qui existent. Il y a un dispositif où je ne me souviens plus du nom, mais on peut rester salarié de son entreprise et être détaché pour faire une formation. Ce qui posait un peu de problème derrière de but en blanc parce qu'en fait, il faut qu'après l'entreprise vous accorde la rupture conventionnelle pour que vous puissiez avoir le chômage. Ouais. On y viendra après, mais ça peut poser problème. Ou alors, c'était de demander clairement la rupture conventionnelle à ma boîte. Ouais. Et en fait, ce qui permet après à ce que Pôle Emploi finalement vous paye le delta entre ce que vous touchez en tant qu'apprenti et vos droits au chômage. D'accord. Donc c'est pas un salaire, mais ça permet quand même d'arriver à joindre les deux bouts en fin de mois, quoi. Ok. Et c'est cette solution qui a été retenue. Donc partant de là, moi j'ai pris rendez-vous avec mon ancien employeur et je lui ai dit voilà mon projet de reconversion. Ça a fait pas mal de bruit pour le coup parce que tout le monde est un peu tombé des nues. Mais du coup, ils m'ont dit écoute, t'as toujours été correct avec nous et sympa, donc ok, on te fait une rupture. Ok. Donc il y a pas vraiment une négo, quoi, j'ai eu assez de chance. Et ils voulaient justement même me proposer ce dispositif pour rester attaché à la boîte et ensuite me faire une rupture conventionnelle au bout d'1 an, mais il se trouve que pour avoir accès à ce dispositif, il faut que le diplôme passé soit un diplôme reconnu par l'État. Ouais. Et moi, c'est un diplôme de branche, donc ça ne fonctionnait pas avec mon école. Ok, intéressant. Donc employeur réglo déjà, c'est bien. Ouais, clairement, c'est vraiment encourageant. Ouais. C'est pas évident pour tout le monde, ça. Non, je sais. J'ai pas des échos comme ça à chaque fois. Ouais. Trop bien. Ok, donc la rupture co et du coup tu te dis allez maintenant j'ai plus le choix, je suis dedans. Tu fais ta formation. Voilà, donc en fait d'abord je cherche un centre de formation.
Et en fait, au départ, je voulais tout de suite rentrer à Strasbourg, et donc j'appelle le centre de formation à Strasbourg, enfin à Échaud, et il se trouve qu'ils me disent, en fait, on n'a pas de classe pour les reconvertis en boucherie. On en a en cuisine parce qu'il y a beaucoup de reconvertis, mais en boucherie, on l'a pas parce qu'il n'y a pas assez de monde. Et ils étaient pas trop au fait, malheureusement, de comment faire. Et ils me disaient en plus, en Alsace, un patron qui doit te payer un SMIC alors que t'es reconverti, que tu sais pas encore faire grand chose, finalement, il sera pas très chaud, quoi. Ouais. Et c'est comme ça que finalement, par un ami à mon beau-père, j'ai atterri à l'ENSMV à Paris. Il connaît souvent parce qu'il fait des formations. En fait, il y a pas mal de profs qui sont meilleurs ouvriers de France et ils ouvrent des formations pour les professionnels. Donc il les connaît, il m'envoie la fiche du responsable. Je l'appelle, je prends rendez-vous. Dans les 10 jours, j'ai mon rendez-vous, on discute et il me dit voilà, tu voudrais faire ton alternance dans quelle boîte, quel type de boîte. Alors moi, j'étais vraiment attaché sur rentrer dans une boîte qui fait du local, qui fait du raisonné, qui fait de la bonne cam, quoi. Ouais. Et ils me disent écoute, vas-y, contact Terroir d'Avenir, je te donne le numéro. Je les appelle en fait et ça match assez bien. J'ai 3 entretiens qui se passent hyper bien et ils me reviennent assez vite en me disant ok, c'est bon pour toi, on te prend en septembre, donc c'est parti, quoi. Donc j'ai pris mon petit mois de vacances, je suis parti au soleil et je suis revenu en pleine forme pour entamer la formation. Ok, très clair. Tu peux me parler peut-être de ton employeur actuel, qui sait. J'ai vu que c'était pas un artisan boucher classique, si je puis dire. C'est plutôt une grosse entreprise. Grosse entreprise, non, je dirais pas ça parce que c'est une entreprise qui se développe très vite, effectivement. Ouais. Et je pense que c'est plutôt bon signe. Ça s'appelle Terroir d'Avenir. En fait, ils sont c'est deux jeunes qui sont sortis de l'école, en fait, qui pareil, finalement, j'en discutais hier avec un des 2 patrons d'ailleurs. Qui se sont dit en fait non, on veut pas être de la finance, on veut pas faire des bullshit jobs. Ouais. On va essayer de monter notre boîte, et donc en fait ils ont pris une camionnette et ils sont partis à la rencontre des producteurs un peu de toute la France. Leur idée vraiment c'était de valoriser ces producteurs là qui étaient un peu délaissés par les grandes surfaces, la grande consommation. Beaucoup aussi qui veulent passer en bio, mais il y a un moment de transition de quelques années où alors c'est compliqué, et c'est vraiment de les pousser à partir dans une agriculture raisonnée. C'est vraiment ça le modèle. Il y a un modèle économique derrière, mais l'idée de base, c'est ça. C'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a un enjeu environnemental derrière. Enfin, en tout cas, ils essayent de... peut-être, oui, si, c'est la question. En tout cas, peut-être, j'allais dire social aussi, mais peut-être pas, mais... Ouais, je pense que si, parce que finalement, en aidant tous ces petits producteurs qui sont souvent pris à la gorge par la grande, les grandes surfaces et la grande distrib, il y a un enjeu clairement social. Ouais, ok. Clairement social, et aussi de préservation des traditions et des races locales, des légumes locaux aussi, puisqu'on peut y venir, mais en fait, terroir, c'est, je sais pas comment on peut l'appeler, mais c'est plusieurs boutiques. Donc, on va plutôt revenir à l'idée d'origine. Et donc ils sont partis avec leur camionnette et ils ont ramené leurs produits à différents restaurateurs à Paris. Ouais. Et ça a bien marché. Ils ont eu pas mal d'étoilés qui prenaient leurs produits, etc. Et à un moment ils se sont dit tiens, pourquoi on n'ouvrirait pas une boutique ou 2 spécialisées à chaque fois. Donc ils ont commencé par ouvrir une épicerie primeur avec pas mal de choses dedans. Et puis après ils se sont développés sur la boucherie, la boulangerie. D'accord. La poissonnerie, fromagerie, etc. Ah ouais, donc ils font tout un panel d'artisanat Le but, en fait, la mission, c'est de favoriser le local, en tout cas le français, auprès des restaurateurs. Voilà, et en fait, et de bien rémunérer aussi les producteurs qui puissent vivre de leur travail, quoi. Ça veut dire que les restaurateurs acceptent de payer plus cher leurs produits. Ouais. Ok, intéressant. Donc ils sont bons. Ils l'acceptent pour la qualité, je pense. Et il y a aussi une mission. Aujourd'hui, on a de plus en plus de chefs, je crois, engagés. Et dans cette mission de valorisation du local et du travail bien fait, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont sensibles aujourd'hui, quoi. D'accord. Ok. Top. Trop bien, ouais. Donc en plus, là, tu trouves du sens. Ça match parfait, quoi. direct le sens, quoi. Ça match parfait, ouais. Ouais, t'as dû être trop content de trouver là-bas parce que, ouais, t'as du sens, tu fais ce que t'aimes. Et du coup, ta mission actuellement en boucherie là-bas, c'est quoi ? Je suis apprenti en boucherie, donc en fait, c'est dans une toute petite boucherie rue du Nil, à Paris. Et finalement, ma mission, elle est un peu multitâche. La boucherie fait 31 mètres carrés, frigo compris, donc chambre froide comprise, donc c'est tout petit. On est une toute petite équipe, c'est quasiment que des reconvertis.
Et si tu veux, on fait un peu tout. C'est-à-dire que je peux aussi bien être sur du désossage que sur la préparation de produits, la mise en vitrine, la vente aussi beaucoup, puisqu'on fait, on fait tout. Donc ça nous permet aussi de bien conseiller nos clients à la fin, puisqu'on sait ce qu'on conseille, quoi. Et aussi beaucoup de ménage, hein, parce que c'est malheureusement c'est un peu la tâche ingrate, mais beaucoup de ménage. Parce qu'il faut préserver la salubrité des locaux et la santé des gens, quoi. Ouais, bien sûr. Intéressant, tu disais il y a beaucoup de reconvertis. Ouais. C'est des gens qui viennent du même monde que toi ou c'est... Alors il y a un de mes collègues qui est aussi en finance. Ouais. Il y a une de mes collègues qui était dans le marketing. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'elle est passée sur Brut il y a pas longtemps. Ah ouais. C'est une ancienne végane qui est devenue bouchère, ça a un peu défrayé la chronique. Sans déconner. Ouais. Je suis passé à côté de ça. Tu pourras regarder. Ah ouais, c'est ça a fait des contents et des moins contents, quoi. Mais en tout cas, ça a le mérite d'être dit. Ok. Et comme quoi, on peut y revenir, tout le monde peut y revenir à la viande. Non, mais alors, bon, ce sera pas le sujet du podcast aujourd'hui, même si, bon, il y a enfin, tu vois, comme c'est Terroir de France, hein, c'est ça? Terroir d'avenir, ouais. Terroir d'avenir. Comme j'avais vu qu'ils avaient une dimension quand même environnement et sociale, j'avais préparé 2-3 questions, mais c'est fou cette histoire de vegan c'est bon, bref, mais c'est pas le sujet. Et enfin un dernier collègue qui lui est pas reconverti, qui a quand même qui a commencé par faire des études dans l'alimentaire, en fait, et qui est devenu boucher quasiment finalement à la sortie de son bac en se disant que c'était pas fait pour lui. D'accord. Et c'est Yann Le Bourdonnec, le fils d'un célèbre boucher à Paris. D'accord. Tu vas regarder un jour, ouais, je regarderai. Ok. Voilà. Bon, donc t'es avec du beau monde. Exactement. C'est hyper intéressant. Et non, parce que tu me disais avant, en off, avant qu'on enregistre, tu me disais que c'était un métier en tension. Enfin, ce que j'appelle métier en tension, c'est qu'on a besoin de monde tout le temps. Ouais. Ça, t'as pu voir un peu ce qui explique ça? Pourquoi est-ce qu'il y a un désintérêt de la part des jeunes pour les métiers artisanaux ou... Je sais pas si c'est un désintérêt ou si c'est le fait que le métier était dénigré, enfin que les métiers manuels en général étaient dénigrés il y a longtemps. Je vais revenir 14 ans en arrière. Ouais. C'est assez marrant. Je suis fin de 3e. J'ai mon conseiller d'orientation en face de moi et je lui dis monsieur, j'en ai marre de l'école. C'est bon, je veux travailler, je veux faire un apprentissage. Et il me dit, bah non, toi, c'est mort, je t'inscris pas en apprentissage, quoi. Enfin, ah oui, pas comme c'est lui qui tranche. À l'époque, c'était... Et je sais pas s'il tranche, mais en tout cas, il me dit, oui, c'est tourné dans le sens, c'est dommage parce que t'as un niveau scolaire. Donc, en fait, ça, non, va en général, quoi. Ouais. Va en général. Et je regrette pas du tout d'avoir fait du général, ça m'a apporté plein de trucs, la fac, ça m'a apporté énormément de choses, j'ai tous mes amis de la fac, ça m'a ouvert l'esprit, je pense. Mais je pense que ça vient de là aussi, c'est-à-dire qu'en fait la filière elle est tellement dévalorisée, la boucherie encore plus, quoi. Enfin, c'est vraiment le métier qui a en plus à cause de quoi? De l'image du boucher ou à cause de l'image du froid, on te dit que tu vas être dans le froid, que tu vas porter des charges lourdes, c'est vrai aussi, hein, clairement, mais c'est pas insurmontable du tout, quoi. Non, ouais. Ok, j'ai cru que t'allais encore me parler de l'aspect écologie parce que les bouchers ils ont pris cher un petit peu ces 10 dernières années. Ouais, mais on y revient, je pense, on y revient. Ouais, et puis, moi justement aussi, l'idée de faire des bêtes bien élevées, des produits quali, pas d'élevage en batterie, des choses comme ça va aider quand même à ce que les gens remangent peut-être de la viande un peu plus, ou non, mieux, en tout cas mieux. On peut y venir maintenant d'ailleurs. Moi ma question c'était ça, c'était bon, il y a eu une image, enfin moi qui suis pas du tout un exemple malheureusement de consommation éco-responsable. J'essaye, mais c'est très dur. Et manger moins de viande, on sait que la viande industrielle, a priori, c'est vraiment ce qui est pas bon pour certaines zones du monde, et il y a des gens qui en font en trop grande quantité. Et du coup, la réponse à ça, souvent en France, on entend que c'est aller plutôt chez le boucher, prenez de la qualité, faites ça une fois par semaine, et le reste de la semaine, peut-être passez-vous un peu plus de viande. Tu partages de cet avis ou... Enfin, je partage, moi, c'est vraiment dans le manger moins et manger mieux, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, si on veut aussi derrière développer un modèle où les petits agriculteurs s'en sortent, c'est par ça que ça va passer. Et clairement,
Vous prenez une côte de porc classique, dans l'image des gens, la côte de porc c'est sec, ça a pas de goût, c'est pas bon, parce que c'est du porc allemand ou du porc breton, des élevages énormes qui sont pas faits pour être consommés. Mais vous pas prenez... te faire des amis, toi. Non, mais clairement, mais vous prenez un bon porc paysan ou un porc noir gascon, vous mangez une côte échine, c'est fondant, c'est goûtu à souhait, enfin ça peut être un produit on a presque plus envie de manger de bœuf, quoi. Ouais, ok. Alors que dans l'imaginaire c'est sec, c'est pas bon. Ouais, c'est vrai que moi j'ai cette notion de le porc, viande moins noble que le bœuf, alors que c'est faux. Que je te fasse goûter. Ouais, non, mais c'est hyper intéressant parce que moi je m'y connais pas bien, alors que j'ai de la famille, vraiment des gens de ma famille qui sont agriculteurs et grands amateurs de viande, de gibier, plein de choses. Mais c'est vrai que le porc, dans l'imaginaire des gens, je pense, dans l'imaginaire collectif, c'est moins noble que le bœuf. Et pourtant. Très intéressant. Ok, donc toi t'es d'accord avec le fait qu'il faut plutôt aller chez le boucher, manger moins mais mieux. Exact, ouais. Et ben voilà, ça confirme. C'est quoi les horaires d'un boucher ? Alors nous, on est un peu des privilégiés quand même là dans notre boutique, c'est qu'on est plusieurs et on est vu qu'on a déjà justement que la structure a déjà une taille assez conséquente, on est un peu privilégiés, on fait 39 heures par semaine, soit en équipe du matin, soit en équipe du soir, donc c'est soit 7 heures du matin jusqu'à 14h30 environ, soit midi 30, 20h30. Ok. Tous les jours, on a un dimanche sur 2 chez nous. Et autrement, et le lundi, quoi. Mais autrement, c'est tous les jours. Donc, on bosse vraiment beaucoup le week-end, beaucoup le samedi et souvent le dimanche, quoi. Ouais, normal. C'est les gros jours, c'est là où les gens ont le temps finalement de faire à manger, de bien cuisiner. C'est ça. Ok, d'accord. Ah oui, donc en fait, t'es pas dans le rythme. J'avais cette image de du boucher où il est plus à 60 heures généralement. Où on dort pas beaucoup. Et encore que, en fait, ça a tendance à changer parce que, comme dit, le métier il est tellement en tension qu'en fait, maintenant, les bouchers négocient pour avoir leur week-end, quoi. C'est ça, c'est ça qui est assez marrant. Donc ça change énormément. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc maintenant, le métier a pas le choix que de s'adapter à une qualité de vie que recherche tout le monde, en fait. C'est un peu comme tout. J'ai entendu pareil chez les boulangers. Il y a des boulangers qui galèrent à recruter et qui me disent, mais je propose un très bon salaire, je propose des jours de congé, je propose des jours de repos, etc. Mais les gens veulent toujours un peu plus, ils veulent... ce qui est normal, quoi. Ils veulent la même vie que toi t'avais quand t'étais cadre et que tu touchais pratiquement 2 fois leur salaire. C'est sûrement en train de changer. C'est intéressant. Je pense que je sais pas ce que t'en penses, mais c'est un métier qui est en mutation aussi, le métier de boucher. Et ça va aussi permettre quand même de réduire ces difficultés d'horaire, cette réputation de métier très long, tu te lèves le matin à 5h, tu te couches le soir à 23. D'enlever cette réputation, ça va quand même permettre peut-être à ce que des gens aillent plus vers ce métier-là, quoi. Ouais, ok, donc là, ça y est, t'es en apprentissage. Tu seras officiellement boucher qui peut se mettre à son compte s'il a envie quand ? En septembre. En septembre. En fait, je fais un CQP, donc c'est un certificat de qualification professionnelle. C'est un diplôme qui est reconnu par la branche des bouchers, mais qui n'est pas reconnu par l'État. D'accord. Et juste pour la petite précision, donc du coup, ce CQP ne permet pas d'ouvrir une boucherie. D'accord. Tout de suite. Il permet de l'ouvrir au bout de 3 ans de pratique. Ok. Et moi, en parallèle, du coup, je passe quand même, pour ouvrir ou non, je sais pas, mais je passe un CAP qui est du coup reconnu par l'État et qui permet d'ouvrir une boucherie à la fin de son CAP, quoi. D'accord, ok. Donc si je récapitule, t'as fait combien de temps de formation du coup ? Depuis le moment où t'as quitté ton job et... Là, j'ai commencé en septembre jusqu'en janvier, là. Donc c'est 1 an. Enfin, en tout, ce sera 1 an. Ce sera 1 an en tout. En tout, ce sera 1 an. Au bout d'1 an, donc on peut officiellement travailler en tant que boucher, mais en CDI, boucher salarié. Ouais, clairement. Et donc après le CQP, c'est avec la solution CQP. Si vous faites les 3 ans en tant que boucher salarié, ensuite vous avez le droit d'ouvrir votre boucherie. Sinon, on fait ce que tu fais toi, c'est-à-dire faire en parallèle ça. Passe un CAP en candidat libre, et c'est du même niveau un peu que le CQP, donc vraiment même les profs à l'école nous disent qu'il n'y a pas de problème pour le passer, ça va le faire, quoi. Ouais, ok. Ok, très bien. Et du coup là en ce moment t'es bien ?
Ah, moi j'adore, hein. Franchement, comme je mettais dans mon post un peu, qui nous a fait nous rencontrer d'ailleurs, c'est je me lève le matin, j'ai la pêche, j'ai vraiment envie d'aller au taf et à la fin de mon ancien boulot, quoi, j'en pouvais plus, quoi. J'y allais à reculons, j'étais beaucoup en télétravail, donc j'ouvrais mon ordi à reculons en prenant mon petit déj. Là, finalement, il est trop tôt quand j'y vais pour prendre mon petit déj, mais j'y vais direct avec la pêche trop bien. Et c'est hyper cool, quoi. Donc pas de regret. Aucun regret. Et c'est bien, t'as amené le sujet, parlons-en, parce que c'est fou. En effet, moi je t'ai contacté parce que donc tu racontais un peu ton histoire sur Facebook, tu me disais pour les potes. Ouais, c'est ça, j'ai fait un post pour les potes, donc en fait je l'ai posté maintenant parce que je me suis dit je vais quand même attendre de voir si ça me plaît. Je vais pas le poster tout de suite au début de mon apprentissage. Et quand j'ai senti le truc bien mûr, que ça me plaisait, je me suis dit vas-y, écris un truc et partage ton expérience. Surtout préviens un peu tes potes moins proches, un peu éloignés, et préviens-les de ce que tu fais et tout. Et d'ailleurs il y en a plein qui m'ont soutenu, qui m'ont dit ouais, c'est incroyable ce que tu fais et tout. Je m'y attendais pas du tout. Faut des cojones, comme on dit. Et en fait, à ce moment-là, je me dis tiens, pourquoi pas le partager sur LinkedIn pour les quelques collègues que j'avais eu jusqu'à là dans ma carrière. Et il se trouve que le truc a pris, mais vraiment de manière inattendue. Complètement inattendue, et en fait ça prend, et puis d'un coup je vois que les likes montent et tout, et je me dis mince. On est à combien là de likes, tu sais? 17 ou 18 000, je crois. 18 000 likes sur LinkedIn, c'est énorme. Et il y a genre 1 400 000 vues du post, quelque chose comme ça. C'est fou. En fait, c'est ça qui me fascine, moi, c'est que c'est révélateur. En fait, on va te demander ton avis d'abord là-dessus, mais ça semble être révélateur de quelque chose, quoi. Enfin, ça intéresse les gens à ce point qu'un mec ait plaqué son job pour devenir boucher. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je pense qu'il y a plein de monde qui sont malheureux dans leur boulot, en fait. Alors parfois à tort ou à raison, parfois on n'arrive pas à voir le côté positif du boulot. Je pense qu'il y en a aussi dans les boulots de bureau des côtés positifs et tout. Souvent ça nous passionne, mais c'est vrai qu'en fait, je pense que typiquement le mec qui ouvre son LinkedIn, c'est au boulot. Il se dit putain, ce mec-là, il était au bureau comme moi, et d'un coup il s'est dit vas-y, je jette tout et je fais complètement autre chose. Je fais artisan, quoi. Je pense que c'est ce côté-là aussi, c'était vraiment la cible, en fait. Mais c'est clair, t'as tout à fait raison, mais il y a une tendance de société, quoi. C'est-à-dire que les gens s'imaginent, les gens ont envie de revenir à des métiers manuels, j'ai l'impression, en ont marre d'être devant un ordinateur. Pour que 1 million de personnes voient le post et qu'il y en ait 17 000 qui like sur LinkedIn, tu vois, c'est le genre de truc où aujourd'hui on voit de tout sur LinkedIn, mais un post comme ça, je trouve que c'est révélateur d'une tendance, quoi. Et c'est intéressant parce que du coup, quand les gens voient lui il l'a fait, c'est tout le sens de mon podcast, en fait, hein. C'est pour ça que je te contactais, c'est que pour moi, les gens ont plein d'envies, plein de rêves, et il est très très dur de franchir le pas, comme tu l'as dit au début, et on va y revenir après, parce que j'ai un crédit à rembourser, parce que j'ai commencé à bien kiffer, j'ai gagné de l'argent, là en ce moment les fins de mois elles sont pas difficiles. Si je choisissais plutôt la passion, je vais me retrouver dans des galères. Il y a plein de choses. Si on commence à se poser trop de questions, tu peux te dire, il y aura des fins de mois difficiles. Oui, et puis on trouve pas les infos en plus sur comment se reconvertir, quoi, au niveau financier et tout, c'est compliqué, quoi. Sur internet on trouve pas vraiment d'infos là-dessus. Et du coup, alors t'es pas obligé de me donner ton salaire ou quoi, mais en termes de niveau de vie, tu t'as perdu beaucoup? Là, j'ai un peu de chômage, du coup, comme expliqué avant, mais en termes de salaire, en tout cas, j'ai divisé par 3, quoi. Ouais, ok. Et ça, aujourd'hui, tu te dis, est-ce que tu te rends compte que c'est pas le plus important? Est-ce que tu te dis, c'est vrai que t'es jeune, t'as pas d'enfant, mais c'est un truc qui parfois te fait te dire, quand même, c'était pas mal. Ouais, non, mais il y a un moment où, en fait, pour le moment, j'ai le chômage, donc je le sens moins. Le jour où je l'aurai plus, va falloir réfléchir, quoi. Mais parce que là t'es en CDI, t'es en apprentissage même dans une petite boîte, donc j'imagine que le jour où tu arrives, tu finis ton apprentissage, déjà tu peux renégocier un salaire, et puis est-ce que tu as déjà réfléchi à moyen long terme, si tu veux ouvrir ta boucherie, tu sais aujourd'hui un boucher s'il gagne bien sa vie, si c'est vraiment la galère à cause de l'industrie? J'imagine que comme tu as un peu de famille dans le métier, tu sais ce qu'il en est? En tout cas, ouais, mon idée c'est quand même de rentrer en Alsace et d'ouvrir à moyen terme. Ouais. Je sais qu'il y a des bouchers qui gagnent très bien leur vie, d'autres pas du tout. Je pense que c'est comme de toute boîte, ça dépend comment t'es géré.
Ouais. Et ça dépend de ta clientèle. De ouais, où t'es placé. Ouais, pas forcément, parce que je pense que quand t'as de la qualité, tu peux être placé un peu n'importe où. Je crois vraiment que les gens viennent. Ouais. Je crois que cette idée d'emplacement, c'est important certes, mais je suis pas sûr que ce soit complètement déterminant, quoi. Cette histoire de qualité, désolé, je digresse un peu, mais ça me passionne, moi. Ça me fascine. Cette histoire de qualité chez les artisans. J'ai un pote boulanger, moi. Et je me souviens d'avoir déjeuné avec un de ses investisseurs et il lui disait mais tu fais du bon pain. Ok, la viande, pareil. Les bouchers, est-ce que c'est pas un truc de boucher uniquement, de savoir qui fait de la bonne viande et qui fait de la mauvaise viande? Je te donne un exemple très précis, le mien. J'ai tellement bouffé de la merde, de la viande ou de supermarché, mais vraiment j'ai goûté à tous les supermarchés, que ce soit bonne qualité, mauvaise qualité, que j'ai perdu, je pense, le goût de la bonne viande. Et du coup, aujourd'hui, tu me dis, je t'emmène chez le meilleur boucher du monde. Alors peut-être que je m'en rendrais compte, mais je suis pas sûr que je fasse la différence. Je me dirais ouais, j'ai une bonne bavette devant moi, tu vois. Je suis pas sûr que la bavette ce soit le morceau le plus. Oui. Il est très intéressant en fait en termes de texture, mais en termes de goût, il n'y a pas de gras, donc quand il n'y a pas de gras, il n'y a pas forcément de goût spécifique. Ouais. Mais clairement, une bonne bête, ça change tout, quoi. Enfin, Ouais. en termes de tendreté, en termes de goût, c'est indescriptible. Quand je fais goûter, moi, à des potes, parfois, la viande qu'on a à la boucherie, ils me disent, ouais, mais en fait... Ils voient la différence. Ah ouais, clairement, ils me disent, ça change tout. Ok. Ça change tout, mais le problème aussi, c'est que parfois, on se dit, bah, on va chez le boucher, et le boucher, bah, il va te vendre de la merde, et... Ouais, c'est ça. Et du coup, tu dis, bah, en fait, à quoi bon, la viande, elle a partout le même goût, je vais l'acheter au supermarché, quoi. Ouais, c'est dur de trouver un bon boucher. Je pense qu'il faut faire de la bonne viande, communiquer sur le fait que tu fais de la bonne viande, et après, c'est le client qui est juge final, mais si c'est bon, c'est certain qu'il reviendra. Ok. Bon, j'ai fait une parenthèse. Revenons à cette histoire de LinkedIn. Et du coup, donc tu balances un post, mais donc aucune ambition derrière de faire le buzz, quoi. Non, pas du tout. En fait, je balance le truc, et d'un coup, je Ça vois que ça part prend, et je sais pas, je suis à 400, et je me souviens, j'envoie un message à mon meilleur pote, je lui dis, waouh, je suis à 400 likes sur LinkedIn, c'est la folie. Imagine, je vais peut-être être à 1000. On parie, je suis à 1000 ce soir, ou un truc comme ça, en rigolant, quoi. Ouais. Et en fait, le soir, j'étais genre à 6000. Et je me suis dit, ah ouais. Et après, bon, on se fait un peu dépasser, j'ai eu plein de messages, j'ai passé toute la soirée à essayer de répondre parce que... Garde le micro, ouais. Je me fais un peu une mission finalement d'aider ceux qui veulent se reconvertir, qui galèrent à trouver l'info. Ouais. C'est ça en fait. Tu deviens un porte-drapeau. Je prends le temps de leur répondre et de leur expliquer comment j'ai fait, comment on peut faire, quelles sont un peu les possibilités. Ouais. Et ça, c'est vrai qu'à l'origine, dans mon poste de base, je voulais le mettre. Et en fait, après, t'es limité en caractère, donc c'est une partie que j'ai enlevée, mais je pense que je referai peut-être un petit post sur comment faire, quoi. Ouais, et du coup, tu me disais, donc malgré toi, ça fait le buzz, et là tu te dis, du coup, autant que je sois utile. Et là, t'es contacté, donc tu m'as dit tout à l'heure, par France TV, j'ai France TV, j'ai une télé locale chez moi, j'ai un éditeur de livres là. Ce qui est fou, parce que, alors je pense que d'autres ont été contactés, mais t'es pas le premier mec qui plaque un job de cadre pour devenir artisan. Non, c'est clair, je pense que je suis vraiment pas le premier, en plus c'est une tendance quand même depuis 5 ans. Ouais. Mais... T'es arrivé au bon moment sur ouais, le... je pense que le truc a percé, quoi. LinkedIn a même repris le post et tout, donc c'est assez marrant. Ouais. Après, tout le monde le dit pas aussi, parce que le dit pas avant d'avoir monté sa boîte, ou se dit quand même j'étais en finance, je fais boucher, c'est peut-être un peu la honte. Ouais, ou il pourrait attendre, toi t'aurais pu te dire j'attends d'avoir vraiment réussi, d'avoir un business rentable, d'avoir créé mon truc. Ouais, mais en fait j'avais envie de le partager avec mes potes, donc du coup je l'ai mis sur LinkedIn un peu comme ça, quoi. Trop bien. T'as raison, t'as grave raison, je pense que ça inspire plein de gens, et moi c'est tout le but du truc, tu vois, c'est ça aligne toutes les planètes de ce que j'essaie d'aller chercher dans le podcast. C'est-à-dire, il y a une tendance de société, les gens recherchent du sens. Il y a plein de gens qui en ont marre de leur job devant un écran. Il y en a qui franchissent le pas. Et puis, ils ont sûrement une expérience à partager et inspirer plein d'autres gens. Donc, j'espère que t'auras aujourd'hui inspiré d'autres mecs qui... Moi, j'ai un pote qui a voulu être boucher à un moment. Il l'a pas fait, tu vois. Si tu veux, on se rencontre. Hein. Ouais, y a pas de problème, après, lui, il a trouvé des trucs qui l'ont pas découragé, mais qui lui ont fait se dire, ok, c'est pas pour moi. Mais en effet, je pense que quand même, faut prendre conscience que c'est pas des métiers. Il y a un côté cool à aller
dans son bureau, même si c'est à la Défense, et se poser le cul sur une chaise. Il y en a qui aiment ça, quoi. Ouais, c'est chill, quoi. Ouais, voilà. Petite pause café, tout ça. Boucher, si un jour t'es fatigué, t'as des courbatures, t'es pas bien, faut tenir debout toute la journée, c'est pas... Bah t'y vas parce qu'en plus tu penses aux potes qui sont là et bah, si t'y vas pas, bah, tu les mets dans la merde parce qu'il y a une masse de taf et il faut quand même... faut la faire, quoi. Trop bien. Bon, et bah... écoute, moi je sais pas si t'as envie de rajouter quelque chose, mais j'allais dire qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite. C'est souvent la question que je pose à la fin. Plein d'épanouissement, toujours progresser un peu dans mon métier, puis à terme d'avoir une super boucherie en Alsace en valorisant vraiment toutes les races locales et tout, parce que c'est pas encore trop fait, et moi c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est d'aider les gens du coin et de mettre en valeur ce qu'on sait faire chez nous. Trop bien, bah c'est tout ce que je te souhaite. Un petit conseil aux gens qui voudraient se lancer là-dedans? N'y allez pas les yeux fermés. Alors, vraiment, prenez votre temps pour réfléchir. Vous n'êtes pas non plus à 3 mois près, quoi. Je pense qu'il faut pas aller trop vite. Mais une fois que votre décision est prise et que le projet est bien réfléchi, allez-y, quoi. Soyez heureux. Trop bien. Et ben merci pour ton temps et ton témoignage. Merci à toi. Salut. Ciao. La médiocrité commence là où les passions meurent. Et voilà, l'épisode est fini. Pour ceux qui ont tenu jusque-là et qui sont pas morts, vous pouvez vous abonner et partager l'épisode. À la prochaine.